Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction générale. Si le mouvement se prouve en marchant, l'évaluation des ruptures n'attend point le nombre d'années ni les échéances électorales. Car comme le dit l'adage, Symbunari nex sub accixion. Aussi la question qu'on ne peut manquer de se poser 2 années après le départ de Wade est-elle la suivante. Pourquoi malgré ses origines éthiques, populaires, urbaines et citoyennes profondes, la seconde alternance a-t-elle tant de peine à prendre le pli comportemental ainsi que le profil et les attitudes conformes à sa nature comme à ses missions et rôles? Si la seconde alternance séduit, par ses avancées indiscutables dans certains domaines, tout ou partie notable de son élite dirigeante ne laisse pas de choquer. Et ce, au plus haut niveau, par une inconduite caractérisée, mélange de saugrenus désopilants et de dérives caractérologiques qui en disent long sur les contours sociologiques qui s'élaborent au sein de la nouvelle classe au pouvoir, non seulement dans les matières politiques et sociales classiques, mais aussi dans les questions de la spiritualité et de la foi telles qu'elles avaient fait brèche dans la conscience citoyenne nouvelle, à la différence de la première alternance par exemple. À chaque groupe son style, il est vrai, mais le style révèle l'homme et au-delà, préfigure le groupe d'appartenance. Dites-moi quel est son style, et je vous dirai quel être social il est ou sera. Aussi ne s'agit-il ni de s'émouvoir outre mesure ni de prier, mais de comprendre pour agir, comme disait Spinoza. De fait, le cocktail pourrait être rien moins qu'explosif. D'abord, il y a le manque d'égard pour l'étiquette et le cérémonial, le style déroutant, la tendance marquée au culte de la personnalité, les propos navrants, voire étonnants, de la part de membres éminents du nouveau groupe dirigeant se prévalant sans autre forme de retenue, d'un pouvoir de nomination de ministre ou d'une capacité à faire et à défaire Premier ministre, DG et PCA des sociétés nationales, etc. Qui plus est, de quoi s'autorise donc l'achat avéré de conscience, à l'aide de fonds d'origine non élucidés jusqu'ici? Quid du défaut de civilité formelle et d'urbanité? Ne sommes-nous pas en présence d'indices signalétiques de l'arrivée au pouvoir d'un groupe, d'une manière de civilisation, d'une sous-culture, qui prennent à contre-pied les traditions éprouvées de gouvernance de notre pays, à commencer par la culture sangorienne de l'État fondée sur le respect que le serviteur de l'intérêt général et son entourage doivent à la dignité de leurs fonctions? Que ce soit en termes de conduite, de discipline personnelle ou de sens de la mesure et du discernement, ou de la simple culture de courtoisie. Aussi s'agit-il, au-delà de l'émotion lisible des observateurs comme des acteurs, de se demander si ces pratiques récurrentes n'étaient pas un indice pertinent quant à l'arrivée au pouvoir, à la faveur même de la seconde alternance, d'une nouvelle classe sociologique dont ces expressions symboliques constituent la sous-culture spécifique. Toujours est-il que l'intérêt sociologique de cette question est majeur. Les régimes sédo-pré-islamiques avaient l'éthos du Ngor, Jom, Jomb, Foula et Faïda. Tierno Souleymane Baal et les confréries une gouvernance empreinte de l'esprit prophétique de la religion musulmane. Senghor était sensible au code de bienséance et à l'habitus à la fois du Boursiné Koumba Neudofen et de la culture humaniste de Malraux et Pompidou. Si Diouf suivait l'éthique des administrateurs de l'ENFOM, Wade se souciait de celle de l'école normale William Ponty et des Jacques Bureau de l'entre-deux-guerres. Aussi l'équation de ces mœurs laxistes et permissives, voire licencieuses, soutenue par un protocole de niveau 0, des aptitudes et des compétences culturelles qui contrastent singulièrement avec les pratiques de pouvoir et de l'autorité recensées jusqu'ici dans les traditions anciennes et contemporaines, mérite-t-elle un examen des plus attentifs, afin de parer à toute éventualité car l'Iram signac bilagem. Moyennant quoi, il pourrait s'agir de signes prémonitoires lourds et significatifs équivalents à des glissements de type culturel et sociologique, ayant précédé ou accompagné l'arrivée au pouvoir du vainqueur de Wade. Si tout ce qui se pèse et se répète mérite examen, tous les facteurs ne sont pas forcément lourds et décisifs, mais la prémonition est la loi de toutes les réformes en cours, et l'analyse des phénomènes lisibles constitue la grande règle de toutes les préventions et anticipations. Nitkubax Daifu. Nul ne saurait dire à l'avance de quoi demain sera fait. Mais en tout état de cause, la gouvernance maquis est partie pour être problématique, voire controversale, sous ce rapport, en ce qu'elle emprunte visiblement une trajectoire inverse à celle de l'éthique spécifique de la seconde alternance. Ajoutez à ce tableau déjà complexe, l'intrusion insolite, voire impromptue,
d'une variable familiale, clanique et patronymique allant de la parentèle lisible du président soi-même à la belle famille. Sans compter les réseaux d'amitié visibles et les rapports relevant à l'analyse, de l'ethnicité, de la caste, de la condition et du rang, etc. Et vous obtiendrez, sans que le président y prenne garde, une conflictualité d'un type nouveau susceptible de déformer toutes les perceptions, de dénigrer tous les acquis et d'altérer tous les bilans positifs, et de conduire à toutes les dérives déjà répertoriées dans l'histoire et la sociologie du pays. Et ce, au moment où les forces sociales du régime précédent, un temps abasourdi par les résultats du 25 mars 2012 de même que les poursuites judiciaires, reprennent le chemin de la contestation de rue, dont le PDS s'était rendu maîtresse en plus d'un quart de siècle d'opposition à Senghor puis à Diouf. Qui plus est, a-t-on seulement idée du rapport de causalité inversé entre d'éventuelles mœurs non conformes du nouveau groupe au pouvoir et la progression par encouragement et défaut d'exemple à suivre, Roy, de l'anomie qui fait des ravages dans la population générale, au travers de ce que l'opinion appelle la crise des valeurs et la dégradation des mœurs? Au demeurant, lorsqu'un groupe dirigeant se conduit de manière peu exemplaire et défie la morale collective, puis étale à la face de la société de manière ostentatoire et provocante, excès, frasques et extravagances, sans parler de toutes ces sénégalaiseries, dont fit tantôt état le journaliste écrivain Ibou Fall ou encore Tété Fonce le dessineux de l'ex-cafard libéré, quand il peint les conduites de Goer Goorlu ou encore les 1001 tours de Njoum Blang, n'est-ce pas autant d'appels et des apostrophes? Incitation à la généralisation des contre-modèles et des contre-valeurs? Le président mesure-t-il les effets probables du libertinage des classes dirigeantes sur les sentiments du peuple et sur la morale publique comme sur la foi, le civisme, le respect des symboles, la religion, le patriotisme, etc.? Lorsque tout parti du groupe dirigeant prêche la vertu cependant qu'il pourfend la morale chaque jour que Dieu fait, convoque les valeurs communes durant les cérémonies officielles et se conduit aux antipodes de la conscience collective, qu'est-ce à dire sinon que les professions de foi et les déclarations d'intention des gouvernants finissent par exaspérer le peuple et pousser ce dernier à l'apathie, à la révolte ou à la révolution? Mieux, n'est-ce pas admettre que la révolution citoyenne qui avait vocation de régénérer les bonnes mœurs, ou à tout le moins de substituer à une classe dirigeante indélicate un leadership vertueux, a été abusée par les tours de passe-passe d'un groupe qui aura caché son jeu jusqu'au bout? Mais d'un autre côté, à considérer même que le développement matériel escompté remplisse le ventre du peuple de Sip, Umburu et de Déouline, la demande morale et citoyenne qui a fait la seconde alternance sera-t-elle pour autant résolue? La nouvelle éthique citoyenne consentira-t-elle à se résorber dans le matérialisme économique et productiviste d'un plan YY, ou d'un PSE sans âme qui laisserait les mains libres à un processus éventuel de bénalisation, dynastisation du régime politique de la seconde alternance? Cette question est également ouverte en ce sens que les choses sont loin d'être tranchées à l'avance, soit par le fait du peuple soit par celui du groupe dirigeant. Mais, en tout état de cause, et quelle que soit l'issue future ainsi que la résolution de cette équation, dans un sens ou l'autre, il ne saurait y avoir de pire entreprise de démobilisation du peuple et de déconstruction des institutions sociales et civiques que le déni d'exemplarité de la classe dirigeante, en ce qu'il efface les frontières sociologiques, morales et politiques entre le bien et le mal, la vertu et le vice, avant de plonger la société entière dans un processus inversion des valeurs grosses de toutes les dérives, notamment dans les mœurs, les us et coutumes. Moyennant quoi, si les tendances comportementales du groupe dirigeant ou autour du noyau de l'exécutif devaient évoluer dans le sens d'un éloignement consommé à l'égard des us, coutumes et mœurs en pleine mutation et préfigurées par l'éthique spécifique de la seconde alternance, au lieu de se rapprocher de celle-ci et de lui servir de modèle et d'exemple, la seconde alternance sera contrainte de s'occuper elle-même à la fois de la stratégie et de la pédagogie des réformes pour l'effectuation desquelles elle était reposée sur le groupe de Macky ABC Mimi Touré Mahmoud Saleh, Mbaye Ndiaye MC Lo et non sur Marième Faye Farba Ngom, Mansour Faye Doudou Ndiaye Mbeng, même Mbaye Nyang et leurs séquelles. Nul doute par conséquent que le processus des mutations sociales et politiques pourrait emprunter des voies inédites et originales, non prévisible comme telle à l'avance, mais la tâche de la science de l'homme et de la société comme de la nature n'en sera que plus ardue, qui demandera circonspection, méthode et rigueur, mais aussi engagement au sens d'acteur et de témoin, de protagoniste au sens strict. La question ne peut être éludée plus longtemps,
au vu de cette seconde alternance qui tangue dangereusement, par les concepteurs et les acteurs, de même que les pionniers et les penseurs de cette révolution citoyenne. En l'occurrence, ceux qui avaient au fait de théoriser l'urgence et la nécessité d'alterner l'alternance, dès que le président Wade eut commencé à se retourner contre ceux-là même qui l'avaient fait roi. Pourquoi feindre de l'oublier? L'idée d'alterner l'alternance ne date pas de 2009, qui fédéra près d'un an après la première alternance toutes ces sentinelles et veilleurs qui éclaireront pas à pas la marche ascendante de la nouvelle citoyenneté, ainsi Q'. On le verra dans la suite de cet ouvrage, bien avant que le groupe autour de Macky Sall, après avoir servi Wade et ses desseins, rejoignit le convoi du peuple, de quelque manière et avec sans doute ses buts et ses objectifs spécifiques, à la suite de la crise politique interne au mouvement sopiste à partir de 2009. L'histoire de la seconde alternance ne commence donc pas à la rupture survenue au sein de l'appareil dirigeant du PDS, ni avec les péripéties entre Wade-Idi, Macky, Wade-Macky-Idi, mais bien avant ces épisodes, lorsque la première alternance commença d'être trahie, selon la formule du professeur Sémou Pategueye. Depuis que penser est devenu est un devoir, selon la formule de Gnagna Cissé, dont l'inobservance mérite sanction, l'intelligentsia irrite les hiérarchies établies de même que les fausses autorités dans les différents domaines du savoir ou de la société, singulièrement de la politique. Aussi ne faudrait-il pas s'attendre à des lieux communs, à des clichés ou à des stéréotypes caractéristiques des non-penseurs, des dilettantes et sycophantes nombreux par les temps qui courent, lesquels se bousculent, c'est le cas de le dire, pour offrir gage et talent, sans être convaincus ni du résultat, ni du bien fondé de la démarche, mais tout simplement galvanisés par l'appât du gain et l'appel de sinécures hypothétiques et vaines, voire futiles. Et les voilà qui saccagent sans discernement ni retenue, ce que nous avons pourtant de plus cher en l'occurrence, ce devoir de penser les faits, les choses, les hommes, les situations, les personnes et les crises, pour les faire voir comme ils sont, et non comme les idéologies voudraient qu'ils soient. Qu'est-ce que la seconde alternance? Le PSE plus l'acte 3 de la décentralisation. Serait-on tenté répondre? Reprenant en cela la célèbre formule de Lénine que la révolution russe c'était « les soviets plus l'électrification ». Le PSE plus l'acte 3 de la décentralisation, telle est la loi même de la nouvelle période, son impératif catégorique kantien, son warif, fod, wargal, homo, ie son commandement spécifique sous forme de principes, de règles et de repères qui guident sa conduite dans ses rapports avec l'État, dans l'espace public, en matière économique et entrepreneuriale, dans ses rapports avec le bien public, les symboles de la nation, intérêt du pays, les sociocultures et les terroirs, les nationaux et les étrangers qui vivent parmi nous ou séjournent dans notre pays de manière plus ou épisodique. Encore faudrait-il s'entendre sur la teneur et les applications de cette maxime, sans oublier les valeurs qu'il exprime, ni les attitudes et les comportements qu'elle prescrit, les interdits qui l'accompagnent, les prescriptions et des dispenses, l'état d'esprit spécifique de la nouvelle époque, de même que les principes, les contraintes et les astreintes singulières qui dans leur ensemble, caractérisent ce qu'il ne devrait pas être permis de tenir et de considérer comme tel pour l'éthique de la nouvelle alternance. Sous Senghor et Dia, c'était la modernisation de l'État, des structures et des hommes, et avec ceci l'effort de sélection et de formation de cadres techniquement compétents et politiquement conscients. Mais sous Abdou Diouf, ce sont les pas et le moins d'État, ou désengagement de l'État, qui remportent la palme, tandis qu'avec Wade l'ultralibéralisme et le beau tiennent le haut du pavé. Mais avec la seconde alternance, la volonté affirmée de changer de paradigme prend l'allure d'un triptyque de réarticulation entre économie, société, État, de droit, qui sans nier les données des époques précédentes tant les acquis que les avancées, ne s'oblige pas moins de redisposer les matériaux et de reconfigurer les mécanismes, voire de questionner les pratiques, les institutions et les rapports de pouvoir, les options culturelles et éducatives, les politiques d'aménagement, l'état des apostrophes, l'esprit des élites de pouvoir, la rationalité des lois et règlements, etc. Autant de dispositifs stratégiques qu'on ne peut plus qualifier, dont la mise en synergie n'aura cependant pas permis d'atteindre les objectifs assignés, au regard des résultats enregistrés, entraînant une introspection générale et réflexive de la société sur elle-même et sur ses élites, ses masses, ses attitudes, ses comportements, ses conduites, son état d'esprit, des faiblesses, ses dysfonctionnements, ses lâchetés, ses frustrations, etc. Aussi ce commandement nouveau n'est-il pas additionnel ni accessoire, ou complémentaire, mais essentiel,
et comme tel mérite tous les soins et toutes les précautions, des explications et des commentaires, des critiques et des mises en garde et ou des rappels à la manière d'une doctrine spécifique de l'action appelée à changer le cours de l'histoire contemporaine sénégalaise, voire sous-régionale. Économie, société et politique. L'illusion commune des politiques qui sont peu familiarisés avec le social et qui croient trouver dans l'économique les ressorts quasi mécaniques d'une légitimité politico-électorale, consiste à nier la spécificité des faits de société qui seraient de simples conséquences induites du développement de l'économie, partageant en cela sans nuance et se fondant sans retenue sur les théorisations bien dans l'air du temps et afférentes au politiquement correct et à l'économiquement conforme. En l'occurrence, l'idée que si l'économie va, le reste suit, en l'occurrence la réélection et le mandat, comme si les faits économiques qui sont avant tout des actes privés individuels entrepreneuriaux que chaque opérateur effectue selon ses intérêts propres et égoïstes au sens étymologique du terme, soit l'entreprise, grande, moyenne ou petite, soit l'individu isolé ou la collectivité, la mutuelle, la corporation, l'exploitant agricole ou le boucher, le marchand de bière ou de cave Touba, de Concom ou Niam Judo. Ce que veut le politique, depuis tout au moins le multipartisme intégral revient à conformer la marche de l'économie et la conscience de la société au rythme de la politique. Or le temps social est bien différent à la fois de celui de l'économie et de la politique. Si Faust dans le Méphistophélès de Goethe voulait devenir éternellement jeune, et pour cela, se mit en quête de l'élixir de jouvence qui n'a jamais existé sinon dans son imagination, l'homme politique qui n'est pas familiarisé outre mesure avec la science sociale est à la recherche, souvent coûteuse, la levure électorale qui ferait primer ses actes économiques dans la conscience de ses électeurs, comme par magie ou par une opération du Saint-Esprit. Aussi les faiseurs de miracles en tout genre et toute catégorie, sont-ils généralement éligibles dans les attelages ou les entourages pour ce qu'ils promettent de suspendre les lois régulières de maturation des choses et des apostrophes, éveillent des personnes par des artifices allant du garabut aux onguents mystiques, des tableaux statistiques aux ratios les plus complexes, des courbes et des graphiques aux images fortes de com, et des slogans sinon des rites propitiatoires et ou piaculaires, auxonnes et auxors de toutes sortes destinés à modifier artificiellement le cours normal des choses. Prométhéen à souhait, et rationaliste on ne peut plus, le politique entend commander à la nature sociale en mobilisant des ressources qui parce qu'elles se situent au-delà du monde du connu, du savoir légitime et des croyances licites, l'introduit dans un univers où les lois proprement sociologiques sont abolies au profit, serait-on tenté de dire, de ses propres lubies qui lui sont renvoyées en écho par les assujettis spécialement commis pour rendre toutes choses exceptionnelles, extraordinaires et pour tout dire providentielles. Mais, où donc a-t-on seulement observé que la Providence agissait sur convocation et imprécation par les affidés, la cour et les courtisans, les amdijams et les experts, les développeurs ou les saltigués et les sérigniers, les chonjomkat et les chiromanciens? À la question de savoir comment concilier le temps long ou semi-long de l'économie et le temps court, voire bref de la politique, le politique y répond en cherchant à prendre pied dans la conscience collective par l'intermédiaire de l'économie et du développement, dans des conditions où le fonctionnement des sociétés démocratiques lui impose des contraintes calendaires coercitives à tel point, qu'à la façon du boulanger, il voudrait faire cuire plus vite le pain et la levure qui ordinaire prennent un temps bien trop long à son goût, dans des délais rapprochés, à l'effet d'engranger les dividendes électoraux et ou de récolter les fruits de l'investissement. Raison pour laquelle il se met en quête de presser les rythmes et de bousculer les choses, tout à son œil rivé sur un tableau de bord qui lui signale à tous les instants que l'heure de l'élection est proche. Ce que le politique traduit par « ta fin est proche ». Ne dit-on pas en effet que l'homme d'État travaille pour les générations à venir, et que l'homme politique travaillait pour ses intérêts propres? Par où il convient d'entendre que le premier ne se soucie point du renouvellement de son mandat, mais d'asseoir les bases du futur quoi qu'il puisse lui en coûter, alors que le second est prêt à sacrifier le futur pour se maintenir dans le présent. Cette problématique, on le voit, prend en compte bien plus la mentalité de l'homme politique que celle qu'il prête aux masses et aux électeurs, dont il ne voit que le rapport d'intérêt et de profit qui les lie, bien moins que le rapport moral et éthique en fonction duquel le leader, pour ne pas le nommer, s'oblige de faire sa tâche telle qu'il s'est engagé devant Dieu et les hommes à l'assumer,
et à laisser la masse des citoyens juge du résultat final, au lieu de préjuger le verdict probable qui ne peut survenir en tout état de cause qu'à issu d'une délibération de la conscience collective et des sentiments collectifs et individuels sur les conduites, les attitudes et les comportements des gouvernants durant une période donnée. Autrement dit, la délibération, peu importe qu'elle soit déclamée par l'opinion des grands places et des sociétés savantes ou le résultat d'une votation par district, département ou par région ou département, ne consistera pas dans un tableau analytique tri à plat ou croisé à double ou triple entrée des performances économiques, statistiques ou autres indices de croissance, du nombre de bourses familiales consenties ou du nombre de mutuelles et de caisses d'épargne, mais dans une appréciation globale générale d'une conjoncture, un leadership, de pratique, d'attitude, de conduite face à des équations sociétales, économiques, culturelles, religieuses, civiles, professionnelles, etc., que la culture met en ordre et synthétise pour produire un sentiment qui détermine le choix de type électoral ou autre. Dans les cas où la masse est libre de choisir, c'est son sentiment qui l'exprime, le sien propre ou celui du groupe dont il est solidaire, et dans les cas où le choix libre est empêché, il agit, manifeste par des attitudes, des comportements et des actes de divers ordres et de diverses manières et son état d'esprit et ses états d'âme, mais dans tous les cas il s'agit bien d'un sentiment résultant une délibération qui articule des variables complexes et composites à fortes composantes socio-culturelles, psycho-affectives, émotionnelles, là où le rationaliste pense avoir affaire à un acte non rationnel alors qu'il s'agit bien d'une rationalité, mais pour reprendre le mot d'un Weber, d'une rationalité par rapport à des valeurs, wertrational, et non uniquement par rapport à des buts pris isolément, zweckrational. Le sentiment des citoyens, forme et contenu, sens, portée et limite. Ne s'intéressant qu'au ratio des tableaux de bord, les politiques ignorent ce fait que le sentiment des citoyens ne consiste pas en humeur et en état d'âme, mais qu'il a une personnalité propre résultant de l'histoire spécifique de la formation du pays qui s'exprime dans l'adoption des lois et des mœurs sinon dans le rejet et la suspicion à l'égard de celles il ne reconnaît pas comme procédant de sa logique propre, dont la forme est culturelle et consiste en disposition partagée à agir la réalisation de finalités et de biens jugés supérieurs comme la paix, l'entente, la concorde, la prospérité, l'équilibre et l'harmonie dans la société et la famille, le voisinage et à réagir, en le contenu formé par les besoins et les aspirations, les obstacles à aboutissement et à la réalisation de ces besoins et aspirations sont les moyens licites, limités ou non, de façon générale, nécessaires à la satisfaction de ces mêmes besoins et aspirations. Son sens, c'est-à-dire sa finalité, est de camper la cohésion morale de la nation sur des valeurs et des pratiques, et par suite, d'assurer la reproduction et le développement de la société, dans l'intégrité, la stabilité, l'intégration, pour l'épanouissement, et le bonheur en communion avec les croyances, dont la croyance dans le Dieu unique Abraham de façon quasi unanime, sans compter les valeurs de solidarité de Jom, Ngor, Fula, etc. Le sentiment collectif vit, et prend des formes déterminées selon l'histoire du pays et son vécu, ses épreuves traversées, ses moments de joie et ou de souffrance, sa mémoire constituée des événements marquants retenus par la collectivité et jugés d'être dignes d'être transmis aux générations actuelles et futures. Il n'est pas abstrait ni illusoire, mais effectif et efficient parce que socialement déterminé et entretenu, cultivé et nourri. Il n'est pas arbitraire, et n'agit pas au hasard ni au petit bonheur la chance. Il présente des régularités remarquables, lesquelles sont connaissables par l'observation et l'étude. La probabilité de son occurrence n'est pas un mystère ni un secret. Elle est prévisible comme la réaction des Sénégalais à la date du 23 juin 2011, à l'aide des signes avant-coureurs qui manifestent le sentiment qui est mouvement, activité, tant à l'échelle des individus que des groupes partiels, dont les grandes émotions collectives ainsi que les phénomènes d'enthousiasme collectif qui saisissent notre nation de temps à autre ou encore les courants des opinions, rendent largement compte, singulièrement dans le domaine politique avec la vague du Sopi, du Yonou Yokute et avant celle-ci, le Barigo Juni de Senghor, les coopératives de Mamadou Dia, les bacs de Fodé Doussouba ou de Fallé Baldé, de Même Gorgui ou de Yamba Dossar, etc. Il n'est point d'ordre économique ou technique, et ne se confond guère à un porte-monnaie ni à un compte en banque. Ni matériel ou matérialiste, ou quantitatif, il est de nature qualitative, tout comme le choix d'irrationnel du juge ou du chef d'entreprise moderne,
quoiqu'il soit supposé rigoureusement paramétré par des critères, des ratios et des agrégats établis selon les procédés scientifiques des modèles logico-mathématiques. Après le paramétrage de type scientifique, le sentiment suit qui est en définitive un arbitrage entre plusieurs possibles, plusieurs options et plusieurs probabilités d'occurrence. Il a sa vie propre. Il peut s'émouvoir profondément ou s'enthousiasmer à l'excès, de manière euphorique et exubérante ou au contraire reste morose, préoccupé, indécis. Il n'est pas fait de briques et de pierres. Il se modifie en rapport avec les événements, ainsi qu'en attestent les variations qu'il présente selon les circonstances pour où passe la société. Partant, s'il est, sous certains rapports et jusqu'à certaines limites, influençable autant qu'il influence, il a cependant ses lois propres de composition et d'action, qui étend son empire à tous les compartiments de la société. Un peu à la manière de l'esprit public chez Tocqueville parlant du sentiment d'égalité chez les Anglo-Américains, qui crée des opinions, fait naître des sentiments, suggère des usages et modifie tout ce qu'il ne produit pas. Si le politique s'imagine que le sentiment n'existe pas, et que seuls les stimulants matériels et les agrégats économiques ou les données statistiques, c'est qu'en réalité, il conçoit un peu à la manière de Taylor, le social comme une simple extension de l'économique, et les idées comme une résultante des incitations matérielles dont on peut rendre compte par voie purement comptable. Les milieux écrans. Assurément, il existe ici aussi des milieux organisés qui empêchent toute qualification sociologique des innovations et pour ainsi dire les dénigrent et les disqualifient, sinon les travestissent et les dénaturent et les discréditent, les vouent au discrédit idéologique, à l'avilissement médiatique, coquelie, xaxar ou encore à l'apostrophe. Opprobre religieux, moral et intellectuel dont le pays de Senghor a le secret, du fait des rapports de pouvoir séculaires entre Jaham et Sang, Bur et Badolo, Ge accent aigu er et Nienyo, Nahari Ganaar et Aratin Sérigné et Taalibé, Tubab et Nitkounul, fonctionnaires et paysans, citoyens des 4 communes et sujets, comptoirs côtiers et arrière-pays, Kovkov Mbidu de l'Interland et commandant de cercle ou chef de canton et privilégié de l'apostrophe, ancien ordre colonial, etc. Certes, les rapports sociaux changent et mutent et avec ceux-ci les représentations et les pratiques, mais la vie morale et sociale, intellectuelle et culturelle, si elle se déroule dans des cadres sociaux et mémoriels, fonctionne à l'aide de catégories qui l'expriment, l'apostrophe, explicite, la conceptualise et par là même, oriente et guide les pratiques, détermine les émotions et les passions, de même les obsessions et les angoisses, les élans de joie ou les moments de stress et de déprime qui affectent les individus et les groupes, lors même qu'ils s'activent à donner une issue toujours renouvelée aux besoins moraux, sociétaux et économiques, intellectuels et éthiques qui dans leur ensemble spécifient la société à chaque étape de son développement. Singulièrement, en ces temps de mondialisation où les sociétés et les classes sénégalaises, les sociocultures et les anciens segments étatiques, les régions et les stratifications sociales, anciennes et modernes, sont pris dans le tourbillon de la redéfinition et du reformatage, dont nul ne peut dire à l'avance quelle sera l'issue finale ni de quoi demain sera fait. Aussi le devoir de penser est-il, mutatis mutandis, avec la prospective léguée par Berger et Senghor, le viatique des temps d'accélération de l'histoire locale régionale comme universelle à laquelle il s'agit de se préparer non en répétant des formules ou en appliquant des recettes et des trucs, des gadgets ou expédients, mais en prenant de la hauteur à l'apostrophe. Effet de concevoir et les dynamiques sociales contemporaines et les données de cette période des mutations et des réformes, au sein de laquelle, le conceptuel et non l'opérationnel constituent la clé du destin des peuples et subséquemment le sacerdoce des élites. Science de l'homme et homme de science, de savoir et culture. Si le niveau allégué des difficultés et des urgences est avéré, l'amateur et le dilettante, le non-professionnel et l'empiriste ou encore le pragmatiste ne sont pas à leur place pour tracer des plans ni élaborer des stratégies à hauteur de la société globale, encore moins définir des finalités éducatives, civilisationnelles, ou autres, de s'interroger sur les méthodes les plus indiquées ou de concevoir et de mettre en œuvre des pédagogies appropriées à l'effet d'atteindre les fins les plus hautes Q'. Une société doit légitimement se proposer, à commencer par l'épanouissement, Jam, Ted, Teki, dégoût,
Sula, Faïda, Gem, Zaragne, etc., tant matériel que spirituel, éthique et morale de la société et de ses membres, sinon de la totalité, du moins de tout partie significatif de celle-ci. Il en est de même pour les cabinets étrangers ou pour les groupes d'expatriés coupés des réalités constamment changeantes du pays réel, lesquels raisonnent exactement vis-à-vis de leur propre pays et de la sous-région exactement comme des étrangers ou des experts qui comme tels ne possèdent pas le moment de l'empathie interne et organique, mais seulement le regard externe du technicien expert qui vend un service marchand. C'est la raison pour laquelle les penseurs d'un certain calibre et d'une certaine envergure sont généralement à l'origine des constitutions des sociétés, de leurs règles les plus vitales et les plus vénérées, parce qu'elles ont permis la survie et le développement dans le temps, et d'une génération à la suivante de peuples et de nations qui auraient disparu de la surface de la terre, ou qui auraient perdu toute autonomie et toute identité en l'absence des traceurs de voie et des redcatou destins. Lorsque les règles viennent d'en haut, c'est-à-dire de Dieu, d'hommes exceptionnels, de virtuoses comme les prophètes, les pères fondateurs des grandes nations et des civilisations, la chose ne varie guère. Les destinées de peuples appellent des passeurs de culture et des stratèges du devenir qui, dans leurs actes, leurs œuvres et leurs pratiques, aident à formater les sociétés en indiquant par la plume, la parole et l'apostrophe, énoncer des règles, les formes, les buts et les objectifs, les démarches et les méthodes, les stratégies et les ressources morales et matérielles qui permettent de sortir des situations les plus incertaines et les plus désespérées. Des performances et des compétences qui appellent un certain état d'esprit que donne l'éducation du pays, la foi religieuse, les croyances, les cultes qui à un moment donné, fournissent à une avant-garde instruite et sachante à la manière dont l'islam s'adresse d'abord aux instruits intelligents, les données d'observation, les codes d'interprétation des signes, la signification des choses, le sens de mots et leur emploi aussi bien mais aussi à l'apostrophe, l'éthique et la moralité, le courage, la volonté indispensable pour indiquer les voies de sortie de crise, telles qu'elles s'autorisent de l'ensemble des informations disponibles à chaque époque, lesquelles sont précisément celles qui sont consignées par les systèmes d'enseignement et de formation. Toute la différence est là entre ceux qui ont été formés pour résoudre les équations les plus complexes, y compris au plan moral, personnel et social, et ceux qui tout en ayant génie, dextérité et détermination, intelligence et créativité, etc., n'ont pas été préparés à résoudre des équations qu'un travail personnel ou collectif résolu et propos, sinon une opiniâtreté de tous les instants seuls peuvent permettre à une ou des individualités marquantes ou des groupes, des collectifs, d'affronter et de résoudre. Aussi la réflexion stratégique et prospective est-elle de toute autorité la voie autorisée des sorties de crise, dont les élites, au vrai sens du terme, ont la responsabilité de décliner en termes opérationnels pour faire accéder leur peuple à certaines finalités hautes sans lesquelles l'idée même de société serait absurde. Stratégie, finalité et pédagogie. En matière de stratégie, de finalité et de pédagogie à l'usage des sociétés historiques, c'est le milieu qui commande et l'âme collective qui oriente. Non le besoin ni l'intérêt, mais les fins les plus hautes en lieu et place de l'incitation matérielle ou pécuniaire, ou la recherche de fins privées individuelles légitimes et limitées, mais celles de fins supérieures, collectives et partagées, sans lesquelles les individualités seraient privées de l'élément vital en fonction vertu duquel leur potentialité se libère et se déploie, i.e. la société même. S'il est donc loisible d'emprunter des techniques, des méthodes et des procédés, des outils ou des instruments, ou même de les louer à l'occasion, sinon de recourir à l'assistance technique étrangère, à la coopération ou à des coopérants techniques dans le sens francophone du terme. Et encore. Car le maniement des techniques et la mise en œuvre des méthodes demandent quelque instruction ou mise à niveau, et à tout le moins, une certaine adaptation au contexte et au terrain de ces mêmes emprunts. En revanche, stratégie, finalité et pédagogie sont pour ainsi dire solidaires de la culture, de l'histoire et de la société, des mœurs et des usages, et demeurent en quelque sorte non transférables d'une société à l'autre, sans dénaturer leur substance et leur essence ou dégrader leur pertinence et leur efficience, et au risque de compromettre la formulation des objectifs et l'atteinte des buts. Or donc, ce qui est arrivé à l'Afrique en général et à l'Afrique de l'Ouest en particulier, et plus singulièrement au Sénégal, c'est la rupture dans le processus de formation et de reproduction des élites de pouvoir. Une rupture survenue non seulement entre les résistances et les résistants à la conquête, puis à la pénétration et à la domination coloniale,
et les générations de chefs et de leaders ou d'autorités ayant vécu sous la domination, mais entre les générations indépendantistes ayant supporté l'effort de lutte anticolonialiste et assuré la décolonisation et les épigones, voire les héritiers des indépendances. Des héritiers qui, à leur tour, se sont retrouvés dans les mailles d'une mondialisation oppressive et d'une pensée unique compacte ne leur laissant d'autres alternatives de gouvernance et d'autres finalités de civilisation et de stratégie de développement que les options étriquées des puissances du marché et du monde occidental. C'est-à-dire les ukases et les dictates des maîtres du monde, des bailleurs et des investisseurs de même que les plans, les théories du développement, et le corps des fonctionnaires chargés veiller à la conformité et à la discipline du développement, et d'administrer les sanctions positives ou négatives, etc., sur la base des cahiers des charges et des objectifs assignés comme seuls universellement valables et techniquement envisageables. Qui plus est, des options jugées comme seules politiquement solvables et économiquement viables et légitimes de ces mêmes centres mondiaux de commandement de l'économie de la planète, et ce, dans le cadre d'une stratégie de contrôle et de domination qui est d'abord et avant tout politique, avant d'être rationnelle. C'est dire que nous avons affaire à une stratégie globale, qui s'empare des finalités, des projets d'avenir et des rêves de futur, des utopies et des utopismes indispensables à la vie collective régulière, et les transforme en prérogatives exclusives des bailleurs et de leurs fonctionnaires, en lieu et place des objectifs des nations, des sociétés et des États ainsi réduits à poursuivre des objectifs de type économique déconnectés des finalités propres commandées par le must des civilisations et des cultures endogènes, selon une logique de dessaisissement et d'extraversion de l'économie et de l'effort productif. Dès lors, ce qui est produit n'a plus pour finalité l'homme ni la satisfaction des besoins des sociétés, mais quant au fond, ceux des capitaux, de l'industrie et du commerce, ce qui est bien différent. Car ce n'est plus l'économie réelle qui fonctionne, mais celle virtuelle des flux financiers spéculatifs ainsi que le monde entier en a fait l'expérience lors de la crise dite des subprimes. Dans les premiers âges de l'indépendance, c'étaient les pères fondateurs et les partis anticolonialistes qui éduquaient les élites, à partir d'une universalité de culture et de sciences sans précédent articulant les savoirs et les acquis de l'humanité entière, aux acquis endogènes qui avaient conservé de la vitalité et de la pertinence, de la probité et de la rationalité, y compris les croyances des sociocultures et l'esprit des religions universelles. Toutefois, à partir des premières générations de PA, ce furent les organismes internationaux comme le FMI et l'ABM. Mais une génération plus tard, ce sont les PTF et les partenaires latéraux et multilatéraux qui assurent l'encadrement technico-pédagogique et financier des élites de pouvoir en rupture avec les repères des générations fondatrices dont la critique de la gouvernance économique aura déqualifié sur le plan politique et idéologique le patrimoine de culture et de civilisation, sur le plan programmatique ainsi qu'à celui de l'enracinement, de L'. Inspiration doctrinale sur la conciliation entre les valeurs négro-africaines et la modernité, africaine s'entend, i.e. d'une modernisation à partir des traditions et des cultures, non contre elles, et par suite favoriser le convoyage de tout l'héritage de résistance et de lutte vers les coulisses et les caves, les musées et les centres de recherche des mouvements de libération nationale et des partis anticolonialistes. Des institutions prestigieuses et chargées d'histoire s'il en est, mais dont l'évocation provoque soit de l'impatience ou de l'énervement visible de la part d'élites qui ont perdu la mémoire des temps qui passent, et avec ceci, l'inspiration et le legs, les stratégies et les finalités de même que les pédagogies des générations premières. Diktat impérialiste, autocensure, caporalisation, alignement de classe ou effondrement de la masse critique, panne des intellectuels, capitulation des universités? Toujours est-il que le résultat demeure constant. Il y a eu un effacement de la mémoire des luttes et des résistances, doublé d'une perte des connaissances actives en matière d'histoire sociale contemporaine, indispensable pour la définition des finalités les plus hautes et des stratégies les plus pointues, comme des pédagogies les plus adaptées, autant d'impairs et manques auxquels le système d'enseignement extraverti sujet à des réformes intempestives et à des blocages fréquents de même que les régimes autoritaires, L'. Absence des libertés démocratiques, les coups d'État permanents, etc., auront grandement contribué, de même que la pression idéologique des puissances du monde libre, la guerre froide et la chute du mur de Berlin. En somme, l'élément manquant dans les plans de développement du rapport Berg au plan Sacco-Loom jusqu'au PSE,
demeure l'autonomie de stratégie, la définition propre des finalités et subséquemment la carence en matière de pédagogie, une carence qui découle non de difficultés de communication résultant du manque d'experts et de spécialistes dans ce domaine, mais de l'absence de toute conceptualisation, suite au détournement de la formation des cadres qui sont techniquement compétents, mais politiquement désarmés, au contraire des générations de l'indépendance, une carence en formation dont le corollaire reste l'effondrement de la masse critique constituée durant le processus de décolonisation. L'occidentalisation des gauches, l'orientalisation de la politique, i.e., la perte sinon le reniement du patrimoine anticolonialiste des francisans, tout comme la symétrie, la suspicion à l'égard de l'anti-impérialisme des arabisans ou de Sérigné. Partant le défaut de synthèse entre les trois traditions de pensée et d'action, d'une part, et d'autre part, le défaut de prolongation par les francisans et les arabisans selon leur registre propre, de la tradition anticolonialiste qui met le développement sous la tutelle des finalités recherchées par le pays. Indépendantisme et masse critique. Si l'esprit indépendantiste qui était grosse de finalités optimales pour la société, de stratégies mûries pour la réformation et les réformes et de pédagogies adaptées en vue de l'appropriation du discours des élites par les masses, depuis les temps héroïques du BDS, BPS, UPS, PRA et le PAI, le MLN et ou BMS avait valu à ce pays une masse critique prestigieuse articulant toutes les traditions et tous les courants de pensée et toutes les écoles et obédiences, l'évolution du système politique en décidera autrement. La courbe de la masse critique aura varié considérablement de l'éveil de l'après-guerre jusqu'à la période des indépendances, avant de retomber lors du changement de paradigme consécutif aux divers plans de stabilisation, d'urgence, d'ajustement structurel, etc., des plans accompagnés de stratégies de configuration d'un jeu démocratique multipartisan avec son corollaire, Introduction et la promotion des sociétés civiles institutionnelles en rapport avec les projets de démocratisation et de transition démocratique qui ont essaimé en Afrique des partis uniques de droit. Côte d'Ivoire, Cameroun, Niger, Tchad, Gabon, etc. Des sociétés civiles et des associations qui, en relayant les théories et les utopismes lumiéristes caractéristiques, vont jouer le rôle de nouveaux paradigmes intellectuels destinés à relativiser, puis à isoler au niveau des idéaux nouveaux, les mémoires des luttes anticolonialistes et anti-impérialistes de même que les résistances à la conquête puis à la pénétration coloniale, quand elles ne favorisaient pas, au nom des utopismes lumiéristes en vogue chez les élites des ONG, des GIE politiques et des associations pour les droits humains et leur conception récurrente de démocratie universelle abstraite à l'occidentale, les entreprises de type révisionniste notamment en histoire de la décolonisation, de l'esclavage et de la traite. Le déclin du paradigme indépendantiste était passé par là, et avec ceci, les progrès de la pensée unique et du politiquement correct, la panne des intellectuels, l'émergence de nouvelles hiérarchies fondées sur l'avoir conditionné par l'accès aux ressources, en dehors des hiérarchies classiques fondées sur le travail, la compétence, la qualification, etc., si l'on accepte, évidemment les nouvelles classes entrepreneuriales et les moodus qui contre toute attente perturbent le schéma de reproduction du système frappé par les plans des ajustements et de stabilisation par des formules et des stratégies tirées des daharas, des écoles coraniques et de l'éducation des écoles confrériques musulmanes, mourides en particulier, à un moment où le système d'enseignement public universitaire sature et multiplie les activités grévistes tant chez les enseignants que les étudiants et les personnels administratifs et techniques. Le parti unique de fait entre 1963 et 1974, puis le multipartisme contrôlé de 1974 à 1981, puis le multipartisme intégral qui aura donné naissance à près de 250 partis politiques sur fond d'ajustement monétaire, d'évaluation du FCFA et budgétaire, désengagement de l'État, ont eu pour conséquence anomie en matière de stratégie, finalité et dans le domaine de la pédagogie, le pays a désappris. On ne peut expliquer autrement que les plans des bailleurs aient marginalisé ou disqualifié les éléments de stratégie en rapport avec les finalités et les pédagogies endogènes de notre pays. Aussi, ce dont souffraient déjà les ancêtres du plan Sacoloum, en l'occurrence le rapport Berg, au contraire des plans de Senghor et Dia, à partir de la loi cadre de Gaston Defferre en 1956,
ou bien encore au temps de l'Assemblée territoriale du Sénégal, le DSRP, le DPES, le PYY, le SNDES, le PSE, c'est de l'affaiblissement de l'esprit indépendantiste, de la perte du patrimoine de la résistance, de l'autonomie stratégique intellectuelle en matière de définition des finalités pour le pays, et subséquemment, de la crise de la pédagogie du développement pour autant que celle-ci découle des finalités endogènes, des stratégies qui découlent de ces finalités, et ensuite, de la pédagogie découlant de la science, xamxam, savoir, de la société à transformer. Stratégie de développement du pays, ou stratégie de développement de la croissance? Stratégie de développement d'un pays, et stratégie de développement de la croissance font deux. C'est la raison pour laquelle Senghor et Mamadou Dia, François Pérou et le révérend Père Lebray, pensaient en termes d'économie politique du développement global et intégré. Mais, à l'expérience, les héritiers raisonnent et agissent en termes de capture des flux des capitaux financiers mondiaux, autrement dit, en termes de développement de la croissance. Entre l'économie politique du développement et l'économie du développement de la croissance, il va falloir choisir, d'une manière ou d'une autre. Au-delà des avancées prometteuses et des innovations remarquables, une stratégie porteuse se définit par rapport à des finalités, non par rapport à des objectifs et à des buts quantitatifs dans les différents domaines, au détriment de la qualité de développement, qui suppose une science de l'homme et de la société, et non plus seulement le déploiement d'une raison économique et statistique tyrannique émancipée de toute détermination sociale, philosophique, culturelle, religieuse, institutionnelle, etc. Économie politique de la croissance, ou économie des pôles ou foyers de croissance? Au total, entre la génération de Senghor à laquelle appartient Wade et celle de Diouf et de Macky, il s'est produit une rupture et un défaut de passage du témoin, à la suite de cris politiques sévères ayant bloqué le processus de transmission des pouvoirs des mains des générations de l'indépendance à celle de l'ajustement structurel. Ces élites de transition, à la différence des élites indépendantistes, présentent les signes de la décrue et du ressac sinon du reflux du mouvement indépendantiste et anticolonialiste, et avec ceci, des pertes de connaissances et de culture, voire de l'indigence des corps intermédiaires combinées à l'égoïsme des nantis que leurs avoirs et leurs positions étouffent et empêchent de percevoir le sort de la société dans son ensemble. Autant de situations, d'attitudes et de comportements qui inclinent à la consommation non critique des packages, du fait d'une part de la rupture survenue dans le processus de transformation du patrimoine, et d'autre part, des progrès du pragmatisme et de l'empirisme, voire du tâtonnement ou de l'amateurisme que cette véritable crise des connaissances autorise et justifie. Développement comme produit marchand et concept mercantile. Cette situation que nous venons de décrire, comment la surmonter sans revisiter les équations premières, c'est-à-dire reprendre les questions depuis le début en procédant à un examen critique des approches et des pratiques du développement à partir de l'observation des acteurs et de leur représentation de même qu'à l'analyse et l'interprétation des résultats sectoriels et globaux des actions et des initiatives, des actes et des mesures? En effet, dès l'instant où le développement est devenu produit bancable et les plans des biens consommables pour le développement dont on passe la commande à la manière d'un bijou de famille, d'un salon Louis XIV ou d'un pagne tissé, le marché du concept devient le lieu où se traitent les options qui transforment les stratégies en biens marchands et les pédagogies en CD. Moyennant quoi, ce ne sont plus les élites qui conçoivent et formulent les desseins des peuples, mais des cabinets d'expertise qui s'en chargent, et avec ceci la mort des programmes qui scellent l'union entre les leaders et les peuples sur la base de l'expérience historique et du vécu commun, et par suite, l'appropriation des enjeux et des contraintes, des astreintes et des servitudes, l'expérience du patriotisme galvanisant et du civisme altruiste, sans compter le civisme non convenu qui scelle l'apostrophe. Union sacrée entre un leadership mobilisant et une nation ainsi préparée à se surpasser, toute tendance confondue et tout segment instruit et mobilisé à la morale de l'effort et à l'éthique du dépassement. Or donc, dire que le développement ainsi que les plans qu'il exprime sont devenus des produits de commerce et des denrées de cabinet, ne revient-il pas à constater le dessaisissement des élites des sociétés, l'expropriation des nations et des peuples, la déqualification des cultures et des civilisations,
le dénigrement des croyances et des mœurs, et ce, au profit de négociants du concept et d'intermédiaires de l'émergence qui dès lors détiennent entre leurs mains à la fois des destinées qui les indiffèrent et le sort de peuples Q'. Ils ignorent, sans compter le privilège de la mobilisation des ressources, le contrôle des moyens, le monitoring des agendas et des feuilles de route, et en définitive, la haute main sur la souveraineté des États. Sous ce rapport, quelle est la finalité poursuivie par le Sénégal du plan dit de stabilisation annoncé par le rapport Berg, au pas à proprement parler du milieu des années 80 au plan dit d'urgence Sacco-Loum, et de ce dernier plan en question à la SCA, au DSRP et au OMD de l'époque Wade jusqu'au PYY, à la SNDES et au PSE de la période maquisien. Quelle est-elle cette finalité, demandons-nous? Est-ce le développement ou l'épanouissement de l'homo sénégalensis? C'est-à-dire le tout de l'homme et de tous les hommes. Or que proposent la mondialisation et les PTF comme les bailleurs, de même que leurs relais Comprador, les sociétés civiles, les associations des droits de l'homme, etc., c'est d'être les bras exécutifs et les faire valoir d'une stratégie qui leur assigne des rôles et des missions pour le drame de la seconde alternance. Le drame de la seconde alternance, ce sont les oppositions et les conflits entre les aspirations collectives à rompre avec un ordre ancien et les tendances de certains groupes de nature diverses à conserver ce même ordre. De toute évidence, c'est dans cette opposition qu'elle hérite des époques précédentes, de Saint-Gordia, Diouf et Wade, qu'est nichée l'essence de la seconde alternance, qui a la charge d'opérer les ruptures non effectuées jusqu'ici, malgré de multiples tentatives par les leaderships précédents. Toutefois, si les premières alternances étaient le fait des partis, et si malgré les plans et les stratégies comme les avancées notables, l'homo sénégalensis n'a jamais été aussi malheureux, frustré et déçu ou stressé qui a dit son mal et s'est ceint les reins à l'effet d'inverser le cours des choses, la seconde est le fait des citoyens mobilisés qui le sont restés après le départ de Wade pour veiller sur les acquis et surveiller le processus des ruptures. Le non du 23 juin 2011 est un cri du cœur, en effet, non une revendication du ventre, une émeute de la faim ou une grève du pain. Le qualitatif est là qui demande un décryptage et un traitement que la méthode des plans et des programmes de croissance de l'économie, en lieu et place d'une économie politique de la croissance, ne prendra pas en charge. Démocratie et développement, ou liberté et développement? Les aspirations sont claires et explicites comme au moment de l'indépendance et durant la période de lutte pour l'indépendance: mieux-être, qualité de vie, équilibre entre les paramètres et les variables. Le problème n'est pas l'emploi, mais le rapport entre l'emploi, le revenu et les prix, etc. Le consensus est l'équilibre entre les agrégats. On en trouve qui sont salariés et plus malheureux que jamais, et d'autres sans emploi ou chômeurs, mais socialement apaisés à défaut d'être heureux. Le développement équilibré est celui de l'homme global, et non le niveau isolé de tel ou tel ratio. JAM est l'idéal vers lequel devrait tendre la seconde alternance, c'est-à-dire le consensus entre les agrégats et les ratios, non leur juxtaposition ou leur amalgame. Ce qui est décisif, ce n'est pas le niveau de salaire ni la fiscalité des entreprises, l'impôt sur le BIC, le coût du pain et du loyer des locaux à usage d'habitation, mais le rapport entre que ces divers ordres de grandeur soutiennent les uns avec les autres, soit du fait de l'autorité des lois et règlements, ou celle de la religion, des mœurs et des croyances, ou des rapports de solidarité sociale. La question des finalités et des définitions premières et basiques ne revient donc pas en force par hasard. En effet, quel homme voulons-nous vraiment? Quelle société? Quelle forme de solidarité sociale? Et subséquemment, quelle réforme pour société avec quelle culture et quelle civilisation? Ce qui est grave, ce n'est l'angoisse économique ni les frayeurs au sujet du taux de croissance ou des rapports entre épargne et investissement, la mal-gouvernance et le rapport qu'elle soutient avec le manque de compétitivité de l'économie et des entreprises ou la faible productivité du travail, mais l'état moral et éthique de l'homme qui produit la croissance et qui fait fonctionner l'économie et la production, dans les villes et les campagnes, les établissements d'enseignement et les administrations ou les ménages. Ce qui pose problème, ce n'est pas chaque secteur pris individuellement, soit l'énergie, l'agriculture, l'éducation, la santé, les infrastructures, mais le rapport synergique et dynamique que chaque élément soutient avec les autres, de même que le jeu régulier et articulé des fonctions, des missions et des rôles,
ce qui revient au fond, si les mots ont encore un sens dans ce pays, à l'intégration des partis, au-delà des différenciations qui se font jour à l'intérieur de chaque parti ainsi qu'U', au niveau de la totalité vivante et dynamique, formée par le tout. Il s'agit en effet d'un tout qui n'a précisément aucune pertinence en l'absence de l'élément humain social, culturel, moral, éthique qui le met en œuvre, le coordonne, le supervise, en corrige les erreurs et les fautes, de même que les dysfonctionnements et les goulots d'étranglement, les cercles vicieux. Un tout qui assure la formation continue des hommes chargés à des titres divers, de la mise en œuvre des systèmes sociotechniques, de l'organisation, en termes de satisfaction, de frustration, de rémunération et de compensation, de revendication et ou de demandes non explicites à repérer et à interpréter. En un mot, à considérer que des plans clés en main présentent quelque cohérence formelle et suscitent quelque espoir, séduisent tout ou partie des créanciers et des bailleurs, des partenaires ou de l'électorat, la composante sociologique s'impose comme la précondition à toute efficience probable. Pour dire que la dite science économique, prétentieuse, fière et altière ou confusionniste, n'a jamais réussi nulle part, et c'est même tout le contraire, dès lors qu'elle renonce à servir l'action de transformation des sociétés dans le respect de leurs équilibres. Se mettre au service de développement global, cohérent et intégré, est la seule légitimité des savoirs empiriques et théoriques dans le domaine économique, au lieu de cette prétention absurde à en tenir lieu et place, et ce, au profit d'une véritable économie politique de l'action, utile comme telle aux hommes d'action, de Senghor et Mamadou Dia à Macky Sall, en passant par Diouf et Wade. À condition évidemment, d'avoir conscience que cette imposture caractérisée de la science économique n'a jamais développé nulle part une société, quoiqu'elle permette d'éclairer les processus à partir des bribes de connaissances et des savoirs partiels qu'elle contient, mais qu'en dernière analyse, c'est le retour à l'économie politique conçue comme une prise en compte et une articulation dialectique de tout le processus de production et de réalisation de la valeur et de circulation des biens à travers l'élucidation et la maîtrise de ensemble des forces qui interagissent sur le processus économique dans le temps. De même qu'une société n'est pas une addition de groupements hétéroclites, mais l'unité formée par la cohésion des parties, une cohésion qui est lisible dans les formes de contrat social établis entre les individus à la manière de Locke, Hobbes ou Rousseau, mais également dans les liens communautaires que Tönnies saisit sous la notion de Gemeinschaft, par opposition à Gesellschaft. De la même manière, le processus des réformes dans un secteur quelconque s'en mesure l'impact et et fait retour dans les autres secteurs, et réciproquement. D'où la nécessité d'un affranchissement par rapport à ce despotisme de l'économique et des tableaux de bord statistiques ou autres, consistant à ériger l'économie en pourvoyeur unique de satisfaction et de revenus au détriment des autres secteurs non marchands ou des processus symboliques, culturels, artistiques, intellectuels, moraux et éthiques ou religieux qui conditionnent jusqu'à l'effectivité des actes économiques comme tels. Or donc, comment pouvons-nous envisager un seul instant une révision critique de la place surfaite qui est taillée à l'économie sans revenir à l'économie politique même de la croissance qui est virtuellement remplacée depuis la fin des années 70 par une économie de la croissance qui a cessé de mettre l'homme au centre de ses préoccupations, du fait que, pour parler comme Senghor, l'homme est au début et à la fin de tout développement? Aussi s'agit-il bien de quelque manière et par quelque côté, d'en revenir à la société réellement existante, qui est le point de départ vrai de toute entreprise de développement, du temps de Senghor et Dia à celui de Macky Sall, et fort de cette prémisse stable, pérenne et non fantaisiste, de s'interroger sur le rapport entre société et développement, ou encore économie et société, au lieu de persister dans cette illusion onéreuse consistant à réduire le développement jusqu'ici sans succès, depuis plusieurs générations déjà, à un économisme technocratique coûteux, récurrent et inefficace, incapable comme tel de produire la cohésion sociale, de réduire les inégalités sociales et les écarts entre régions maritimes et non atlantiques, encore moins de réduire les forces centrifuges, de souder les différents segments ethnoculturels et linguistiques dans un projet national apaisant et partagé, ou de fournir des subsides pour le grand nombre, une carence qui, outre elle aura encouragé les conflits sociaux, la corruption et la dégradation des mœurs, aura l'effet persistant jusqu'à nos jours d'influer sur la courbe gréviste et revendicative au niveau de la société globale comme des secteurs de l'éducation, de la santé et de l'action sociale, dans le monde rural, dans le monde politique et intellectuel comme dans l'espace religieux et confessionnel, sans compter les migrations.
C'est ainsi qu'une certaine conception et pratique plus ou moins superstitieuse, voire ignorante de l'économie, aura favorisé l'incohésion et les dysfonctionnements sociaux, augmenté les tensions et les conflits, voire les violences notamment en milieu urbain et dans l'espace politique et médiatique, engloutissant ainsi sans obtenir les effets escomptés des investissements considérables aux grandes dames des populations et des créanciers. Il ne s'agit donc pas de remettre en cause le poids ni le statut voire l'efficience de l'économique dans les processus sociaux contemporains, mais de souligner la faiblesse du rendement social interne de ces démarches d'investissement économique qui accroissent les tensions sociales, augmentent les inégalités et les écarts entre les différentes catégories de revenus, du fait de la négligence, de l'incompréhension sinon de l'ignorance des facteurs et des variables extra-économiques qui conditionnent l'efficience des plans économiques. Il ne s'agit donc pas d'en appeler à la révolution des comportements et des mentalités, tout en continuant les pratiques mêmes qui reconduisent et reproduisent les circonstances favorables à tous les conservatismes décriés comme tels, mais de comprendre comment la mauvaise option économique non seulement pénalise l'économie, l'investissement et les revenus, mais aggrave les tensions sociales ainsi que les insatisfactions à l'échelon de l'individu comme des collectivités. Démocratie et développement, ou liberté et développement? Le jeu démocratique multipartisan coïncide avec l'époque des plans de toutes sortes et de diverses natures, au contraire de la période des indépendances ou l'époque de la lutte anticolonialiste. Les utopies fécondes et positives de l'indépendantisme, la société est passée à la froide rationalité des experts du développement entendus au sens d'économie de la croissance, sur fond de jeu multipartisan pluraliste qui aura clôturé la période des partis uniques de fait ou de droit, grâce au procès de démocratisation multipartisane au cycle des conférences nationales. Mais, qui n'a pas remarqué l'affaiblissement de l'indépendantisme et l'effondrement des masses critiques en rapport direct avec le changement de paradigme, un affaiblissement ou un recul doublé d'une substitution dans les finalités antérieures et leur remplacement par des idéaux nouveaux, et avec ceci ainsi que d'un réaménagement des méthodes et des stratégies de réforme, de même que la reconversion des pédagogies d'accompagnement? Éthique, morale, motivation, histoire collective, faits mémoriels ont cédé la place à des stratégies d'individuation portées par l'appareil des sociétés civiles et des associations des droits de l'homme ou pour les droits humains. Économie politique du développement et société de croissance. Le substrat de l'économie ne cesse donc d'être la société, loin que cette dernière s'ajuste ou s'aligne sur l'économie. Si science de l'économie, elle doit se mettre au service de la société et non l'inverse pour réaliser de la croissance ou recycler les capitaux à la recherche de paradis fiscaux ou de profits spéculatifs. Sans compter les conditionnalités non explicites et les accords discrets non publiés, ou les clauses dites secrètes. Loin que la société soit au service de l'économie, c'est à l'inverse l'économie comme savoir, connaissance ou même science, qui doit se mettre au service de la société qu'il s'agit précisément de développer selon des finalités relevant de l'âme collective et non des utopismes lumiéristes ou orientalistes, c'est-à-dire dès lors que la survie collective d'une nation entourée par une chaîne de feu est posée et qu'un leadership nouveau et crédible entend conduire les transformations et opérer les ruptures, la question on ne peut manquer de se poser est la suivante. La société est-elle prête à payer le coût social et moral des transformations et des ruptures? Mais, à tout le moins, il n'est pas interdit de se demander si les réformateurs eux-mêmes ont été préparés à comprendre comment la société fonctionne et comment il convient de la mobiliser sur les objectifs définis et les engagements souscrits en son nom. Au début des indépendances, la question ne se posait pas de savoir s'il y avait osmose entre les leaders et les masses. Car l'expérience anticolonialiste avait réglé la question comme sur du papier à musique. Mais à la suite des plans d'ajustement, la rupture de génération, la crise de transmission de l'esprit indépendantiste et la prééminence du paradigme des bailleurs firent les beaux jours de l'économie politique de la croissance qui équivaut à l'ajournement du développement au profit de la problématique des foyers de croissance, et avec ceci, les critères consacrés et les conditionnalités. L'environnement juridique des affaires, la sécurité des investissements, le guichet unique, énergie à bon marché, la terre à moindre coût, le SMIC à presque rien, les contrats à durée déterminée, le toilettage du code du travail, la dérégulation, la flexibilité, etc. Bref,
le doing business, plus les conditionnalités des bailleurs, c'est-à-dire la problématique des pôles ou foyers de croissance, s'entend sans développement. Dès lors, entre la satisfaction des besoins immédiats, à moyen et à long terme ainsi que les aspirations d'une société historique au plein sens du terme, dont les finalités en termes d'épanouissement, de paix et d'équilibre ou de consensus, de dignité et d'honneur, de culture et de civilisation, etc., ne font pas l'ombre d'un doute, qui ont été fixés par les traditions ancestrales les plus lointaines, les résistances les plus marquantes à la conquête puis à la domination coloniale, le développement de l'intellectualité, des savoirs exotériques comme ésotériques, depuis les sociétés initiatiques et les bois sacrés jusqu'aux sciences religieuses islamiques ou chrétiennes, il y a lieu de choisir, car les stratégies pour l'avenir ainsi que les pédagogies sont intrinsèquement liées et dépendantes des choix opérés. Il en est de même pour les styles de vie, les mœurs, les formes de solidarité sociale, l'éducation, les valeurs, la famille, la place de la femme, les questions relatives au genre, etc. Dites-moi quelle finalité vous poursuivez, et je vous dirai quel type de leadership vous avez. Croissance de l'économie ou développement de l'homme ? Quelle est la finalité du développement ? Si c'est le développement, alors c'est gâté. Comme disent les Ivoiriens. Car la finalité du développement ne peut être le développement sans avouer une carence remarquable de technocrates, de bureaucrates ou de fonctionnaires, sinon d'amateurs et de dilettantes concernant l'homme et la société, la civilisation et la culture. Certes, la courbe de la culture, de l'intellectualité et de la civilisation est ainsi faite que de Senghor à Diouf, elle avait connu une tendance baissière remarquée, pour reprendre de la hauteur avec Wade, non sans les aspects déroutants de ce personnage grand de nos leaders, dont Hamidou Dia a dit qu'il était le dernier président historique d'Afrique, avant de connaître un cours mitigé susceptible de prendre toutes les directions, avec un Macky Sall partagé entre les problématiques de l'époque Senghor-Dia qui concevait le développement comme un moyen d'épanouissement de la société, et l'époque de Diouf, de Wade et des plans d'ajustement, où l'offre officielle de développement se réduisait progressivement à ce que le marché consentait en termes de capitaux mobilisables, une croissance qui ne produisait ni cohésion, ni développement pertinent des infrastructures selon les besoins objectifs d'une économie de croissance développante. Aussi, si les finalités des indépendantistes en termes de civilisation, de culture et de projet historique sont bien présentes chez Senghor-Dia et chez Wade, au-delà des différences de doctrine et d'options ou d'idéologie, et tout le contraire chez Abdou Diouf et Macky Sall, dont les orientations et les pratiques indiquent une rupture survenue dans le processus de transmission et de reproduction du patrimoine stratégique des indépendances à la faveur du passage du pouvoir des mains Senghor et Wade à celle de Diouf et Macky. Il est vrai que le passage du témoin de Senghor à Diouf est lisse, au contraire du processus de relève entre Wade et Macky qui reste violent sur les plans symboliques, politiques et électoral, institutionnel, puis judiciaire. Mais paradoxalement, Diouf corrige et rectifie Senghor en ce qu'il clôture la période des idéologies indépendantistes, du socialisme senghorien par le désengagement de l'État à l'égard des sociétés nationales comme l'ONCAD, comme vis-à-vis du monde rural, tandis que Macky Sall qui arrache le pouvoir des mains de Wade, continue les options libérales de ce dernier moins le legs panafricaniste et le patrimoine indépendantiste des '. Un des cofondateurs du mouvement de libération nationale, ex-membre du pool des avocats du FLN algérien, ami de Ben Bella. De Senghor à Diouf et de Wade à Macky, n'est-on pas passé des finalités intégratrices et cohésives de stratèges et penseurs et hommes d'action fondateurs à la sécheresse théorique et à l'atonie, voire l'aphonie programmatique des épigones et des héritiers ? Comment expliquer ce fait remarquable que l'inflexion imprimée à l'indépendantisme et aux finalités qu'il exprime lorsque le pouvoir passe des mains de Senghor à celles de Wade se soit mué en une dépression profonde lorsque Macky Sall prend le relais de Wade ? S'est-il agi, de Senghor à Diouf et de Wade à Macky, d'une progression continue quant à la levée régulière des dernières entraves à l'économisme des bailleurs, dont la traduction n'est autre que la translation, grâce au jeu démocratique multipartisan d'une part, et à la promotion des sociétés civiles et des associations pour les droits humains, d'autre part, d'une économie politique de développement orientée vers la satisfaction des besoins en rapport avec des finalités et des stratégies tournées vers l'homme, la société et les valeurs de civilisation et de culture,
vers une stratégie des pôles et ou des foyers de croissance qui reconceptualise le développement en le réduisant à des agrégats, des ratios et des courbes statistiques impersonnelles? Ce qui ressemble à un retour en zone dans une économie internationale mondialisée pour autant qu'il enterre le soleil des indépendances et normalise les visées culturelles et civilisationnelles au profit des logiques extraverties de rentabilité et de profit, n'équivaut-il à une nouvelle intégration au marché mondial frisant une recolonisation, dès l'instant où la démocratie achève d'étouffer la liberté qui est indispensable au développement non de la croissance, mais des sociétés? Ce nouveau rapport de pouvoir avec la mondialisation qui s'exprime y compris dans le mode d'organisation interne des sociétés dépendantes, qui sont. Senghor n'avait-il pas soutenu que la culture était au début et à la fin du développement en effet? Et Mamadou Dia que le développement avait une dimension culturelle, ou mieux, la culture était une dimension du développement? Dans une tradition bien établie des sociétés négro-africaines, confirmée par les sociocultures, par les sociétés religieuses, villageoises ou culturelles et urbaines, comme par les communautés et les confréries, l'homme n'est pas une bouche à nourrir ou un simple agent du développement, mais il en est la fin par rapport auquel s'articule tout le processus dans l'acception de Senghor, comme de Dia qui se proposait de réhumaniser le monde, accord en cela non seulement avec Senghor, mais aussi en écho à Louis-Joseph Lebray et à François Pérou. En effet, l'homme ne se résume pas aux besoins primaires, mais c'est par ses besoins moraux et sociaux, voire communautaires qu'il élève au-dessus de la simple reproduction animale, qu'il atteint à la plénitude de son humanité. Développement matériel et culturel ou spirituel vont de pair. L'Occident les a dissociés au cours de son histoire, dans certaines conditions historiques données liées au capitalisme mercantiliste et à la révolution industrielle. Mais sous nos latitudes, l'un ne va pas sans l'autre. La finalité qu'est l'homme, la société, la culture, etc. est inscrite dans le processus. Il ne s'agit pas de manger, mais de s'épanouir, ce qui est bien différent. L'épanouissement de l'homme est-il un luxe pour des pays dits sous-développés ou en développement? Avec des moyens et des ressources limitées, doit-on pour autant penser en pauvres, nous fixer des objectifs de pays pauvres et raisonner en tributaires de l'aide internationale? Moyennant quoi, vouloir satisfaire les besoins pressants et urgents par les seules forces combinées de la croissance et de l'investissement, de la loi et du règlement, sans révolutionner les attitudes, les comportements et les manières de penser et d'agir, revient à opérer des choix de civilisation et de culture en harmonie avec l'économie dominante sans avoir les mêmes défis, objectifs historiques ni un rapport des forces favorables. Au lieu de penser la dimension économique et la charge productive des manières de conduite et des inclinations de la pensée, des dispositions psychologiques tapies dans les profondeurs de la conscience ou de l'inconscient, s'évertuer à paramétrer le social selon le rapport qu'il est supposé entretenir avec l'économie conçue comme extérieure à ce même social, cela revient à montrer une incompréhension à la fois du social et de l'économie, à partir du moment où la force productive est réduite à ses composantes matérielles et techniques comme l'outillage, les procédés et les brevets, les installations, les rapports de travail, la science et la technologie, l'organisation, etc., dans l'ignorance complète du facteur humain individuel, social, culturel, moral, intellectuel par un productivisme qui ne se soucie en fin de compte que des données et des produits quantitatifs, au point de nier l'homme tout court en général ainsi réduit à sa fonction primaire de producteur de richesse, au détriment de sa qualité essentielle qui est celle de créer du beau, de l'art, des objets, de pratiquer la foi et des cultes, d'aimer ou de haïr, de souffrir, de penser, de se projeter, et en fin de compte d'aller au-delà de son immédiateté comme producteur et consommateur, comme échangiste, pour se comporter comme un protagoniste global d'un devenir qu'il voudrait influencer à défaut de le créer, de le modifier, sous la forme des apostrophes. Utopie positive et féconde tournée vers un avenir et un futur vers lesquels il tend. Dans ces conditions, l'enjeu des réformes n'est pas de nature quantitative et matérielle ainsi que les contraintes du jeu multipartisan l'imposent, mais aussi de nature qualitative, non matérielle, ni seulement technique, orienter la satisfaction du boire, manger, dormir, se loger et se vêtir, registre essentiel qui conditionne la simple survie au travers de la lutte contre la faim, la pauvreté, l'insécurité sociale, la précarité, le chômage et le sous-emploi, l'éducation et la santé, etc.
Mais ce qui se joue à la faveur de la tension des forces pour l'atteinte de ces objectifs, c'est la place de l'homme, tant du producteur que créateur, dans le système en crise qui a ravalé le grand nombre à des activités non plus de développement de toutes ses facultés, mais à la quête des besoins primaires, et encore, car ces derniers évoluent en rapport avec l'état actuel de civilisation, où ils sont devenus de plus en plus abstraits, mais non moins vitaux. Les besoins de tous dans un village planétaire sont les besoins suscités par ce même village planétaire. Il n'y a pas de besoins pour les pauvres et des besoins pour les riches ou les moyennement aisés, mais des besoins liés aux moyens disponibles de satisfaire les aspirations de notre époque avec ce développement remarquable de la science, de la technologie, mais aussi cette demande universelle croissante en foi et croyance, amitié et amour, vertu, bref la redécouverte par le monde entier du Nit-Nité Garabam, singulièrement en Occident, où le matérialisme de l'âge industriel et techniciste semble avoir cédé la place à des besoins de type relationnel, spirituel, qui inversent les séquences historiques précédentes liées à l'avoir matériel, à l'acquisition pécuniaire, etc. La démarche du système est une chose qui prône des objectifs, des méthodes, et établit des normes légitimes, des règles et des valeurs qui ne manquent pas forcément de validité, mais qui doivent être pensées et repensées par des bâtisseurs de civilisation au moment d'effectuer des choix stratégiques orientés en finalité, et exprimés en objectifs dont le développement n'est qu'un aspect et un seul. Senghor avait bien compris l'aliénation liée à la civilisation calculatrice et technicienne qui réduisait l'homme à sa plus simple expression, raison pour laquelle il avait mis l'accent outre sur les besoins matériels les plus élémentaires sur les besoins de l'âme, de la culture, sur l'art, l'esthétique, le génie, la créativité, les croyances et les cultures indispensables au développement de l'homme complet. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.